Hello les amis, aujourd'hui on analyse ensemble l'action Tesla. Alors je vous fais le topo, je me suis bricolé un process minimaliste, une succession d'étapes pour analyser une action rapidement. Avec ça, l'idée c'est de trouver ce que les anglo-saxons appellent des compounders, c'est-à-dire des sociétés de qualité qui sont capables de maintenir une croissance durable, et 2, de les acheter à un prix correct. Si jamais le critère prix n'est pas OK, je les mets dans ma watchlist. C'est assez simple. Et concrètement, j'ai extrait les états financiers de la société sur Excel. On va voir ce qu'on peut en tirer avec une petite analyse quantitative et on complétera avec des critères qualitatif. Et dernier point, je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur la méthodologie, c'est-à-dire comment j'ai calculé tel chiffre, pourquoi j'ai choisi tel ratio, etc. Parce que je pense que je pourrais rentrer dans les détails un peu plus tard si jamais ça vous intéresse. Mais là, l'objectif, c'est de garder un format relativement court pour cette vidéo. Voilà, on essaye de faire l'exercice pour Tesla ensemble. Donc, premier critère, c'est la rentabilité des capitaux propres. Donc, un des critères les plus importants quand on analyse une action. Donc ici, j'ai choisi de regarder le ROIC et on a 31% de retour sur capital investi en moyenne sur les 5 dernières années. Donc, c'est supérieur aux 10% que nous on veut voir, mais on veut aussi voir que ce ratio soit stable ou en croissance, et là justement il décroît. Donc c'est pas quelque chose qu'on souhaite voir, et quand je calcule une variante en utilisant les free cash flow, calculer du coup ce ROIC, mais avec les free cash flow, j'ai seulement 12% en moyenne 5 ans. Et on voit que, pareil, on a une baisse du ratio. Donc ça, c'est pas un premier signal très positif. Ensuite, second critère, on a l'endettement. Donc là, ici, a priori, aucun problème avec Tesla, parce que l'endettement est très faible. Le ratio debt to equity est inférieur au 0,5 qu'on veut observer, et la dette nette est carrément négative, c'est-à-dire que le niveau de cash est supérieur au niveau des dettes financières. Donc rien à signaler, on passe rapidement au critère suivant, la croissance. Alors là, c'est peut-être un des critères les plus importants, parce qu'une action est valorisée sur les free cash flow futurs qu'elle sera capable de générer. Et du coup, un des principaux risques, c'est la baisse de la croissance, tout simplement, ou l'absence de croissance, qui peut faire chuter assez significativement le prix d'une action. Alors pour Tesla, qu'est-ce qu'on observe ? Eh ben, même si la moyenne 5 ans, donc 31% de croissance, donc de CAGR sur les 5 dernières années, est de 31%, ce qui est plutôt très bon. En fait, on voit que depuis 2-3 ans, la croissance diminue fortement et on arrive même à une absence de croissance, moins 2% sur les 12 derniers mois glissants. C'est ça, TTM. C'est problématique pour nous investisseurs, c'est pas quelque chose qu'on aime voir. Et on peut chercher à savoir comment ça s'explique. Alors pour ça, on peut aller voir le PNL pour, dans un premier temps, avoir déjà un regard sur les différents flux de revenus. Ici, c'est facile. Le revenu, il fait à peu près 100 milliards, donc c'est assez simple d'avoir les grandes masses. Donc le revenu lié à la vente de véhicules électriques, c'est environ 80% du revenu. Ensuite, on a un flux de revenus qui s'appelle Automotive Regulatory Credits. Alors ça, c'est la vente de crédits, de points bas carbone, entre guillemets. C'est-à-dire que les grands États, les États-Unis, l'Union européenne et la Chine, pour encourager les constructeurs automobiles à produire des véhicules électriques, ils distribuent comme des bons points. Et vu que Tesla
produit uniquement des véhicules électriques. Tesla est en excédent de ses points bas carbone, entre guillemets, et les revend aux autres constructeurs traditionnels qui fabriquent encore beaucoup de véhicules thermiques. Et du coup, ça leur fait un flux de revenus qui est quand même négligeable par rapport au reste, mais ça pèse pour 2,3 milliards sur les 12 derniers mois. Donc c'est quand même à noter. Et c'est en croissance. Ensuite, on a deux flux de revenus qui pèsent à peu près un peu moins d'une dizaine de pourcents. Donc Energy Generation et Storage, ça c'est la production et la vente de batteries. Et les services, c'est des services de maintenance et réparation et d'assurance. Donc voilà, on a une idée des grandes masses. Et le problème, c'est que c'est du coup les flux de revenus liés au core business, donc la vente de véhicules électriques, qui est en baisse. Donc il y a deux principales raisons à ça. La première, c'est la remontée des taux d'intérêt depuis plusieurs années qui rend l'achat de véhicules Tesla moins accessible pour les consommateurs. En réponse à ça, ils ont décidé de baisser leur prix. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent non plus et qui n'est pas forcément un très bon signal en termes de pricing power. Et deuxième raison de cette baisse du revenu, c'est l'intensification de la concurrence, notamment de la concurrence chinoise avec BYD. J'ai vu qu'ils étaient passés sous les 50% de part de marché Tesla, alors qu'ils avaient une part de marché bien plus confortable quelques années en arrière. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est à noter dans notre analyse. Et du coup, si on jette un coup d'œil à l'évolution des free cash flow, pareil, on voit que ça avait vraiment beaucoup augmenté il y a quelques années, mais on est en baisse sur les dernières années. Et si on regarde le chiffre en absolu, disons, on est quand même sur des chiffres relativement faibles, je trouve, par rapport aux revenus. 1,7 milliard de free cash flow sur les 12 derniers mois, c'est très faible. Et du coup, c'est directement lié à la baisse de revenus, enfin l'absence de croissance des revenus. Et aussi, on va le voir quand on s'intéressera à l'allocation du capital, à l'augmentation des capex, des investissements. Alors ensuite, on peut regarder les marges. C'est très intéressant aussi à analyser. Alors, on voit que du coup, la marge brute de Tesla est autour, ces 2 dernières années, des 18%. Donc, en dessous des 20%. Donc, c'est relativement faible. C'est relativement faible par rapport à ce que nous, on cherche. Nous, on cherche des boîtes qui sont en situation de pricing power. Et ça, c'est directement, on peut faire un lien direct en fait avec les niveaux de marge qu'arrivent à maintenir les entreprises qui ont du pouvoir pour fixer leur prix. Et en fait, ici, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que Tesla n'échappe pas aux réalités du secteur automobile. Enfin, ils ont beau se vendre comme une boîte tech, ça reste une boîte dans le secteur automobile. Et donc des marges qui ressemblent à celles des autres constructeurs automobiles qui sont autour des 20%, un peu en dessous. Du coup, c'est plutôt cohérent et pas forcément quelque chose qu'on veut voir forcément non plus. Voilà, autre point, la marge sur free cash flow est très faible. Elle est toujours en dessous des 10% sur les 5 dernières années. Donc voilà, ça c'est directement lié à ce qu'on va voir juste après sur les capex qui font baisser les free cash flow et des cash flows opérationnels générés qui sont trop faibles. Voilà, donc maintenant on peut jeter un coup d'œil à l'allocation du capital et à la qualité du management, on peut dire. Et donc on parlait des capex. Voilà, du coup là j'ai mis donc les capex plus les dépenses de R&D. Donc les comptables, vous m'excuserez, hein, mais pour moi ça fait sens de calculer un montant global comme ça. Et on voit que ce chiffre, il a fortement augmenté ces dernières années jusqu'à atteindre du coup 14,3 milliards
sur les 12 derniers mois glissants. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur les CAPEX? Donc, avec ce ratio CAPEX sur cash flow opérationnel généré, on s'aperçoit que Tesla investit massivement par rapport au cash flow opérationnel qu'elle génère. Donc, ils sont pas du tout en situation de sous-investissement, au contraire. Et on peut aller jeter un coup d'œil, c'est intéressant, au dernier rapport trimestriel qu'ils ont filé. Donc c'était Q2 2024, si je dis pas de bêtises. La partie en fait où ils parlent du coup des CAPEX, du trend, donc de la trajectoire un petit peu. Je vais pas vous relire le paragraphe, mais en gros, on comprend que ils attendent des CAPEX supérieurs à 10 milliards sur 2024 et entre 8 et 10 milliards dans chacun des deux exercices fiscaux prochains. Après, en fait, c'est toujours intéressant de s'intéresser à la composition de ces CAPEX. Est-ce que c'est des investissements qui sont orientés sur l'outil de production, donc les usines, etc., ou bien sur l'intelligence artificielle. Donc il nous cite un petit peu des choses différentes, les deux, typiquement. Genre il parle d'un petit peu tout ça et de l'intelligence artificielle ici, mais on ne sait pas trop dans quelle proportion. Donc voilà, il reste assez flou sur ça, donc on n'a pas plus d'infos à ce sujet-là. Voilà, sur la suite de l'allocation du capital, il n'y a pas grand-chose à dire. Pas eu d'acquisition significative lors des dernières années. Le repaiement de la dette, il se fait à peu près normalement, mais voilà, on a vu tout à l'heure qu'ils n'étaient pas trop endettés. Et pas de shares buyback ni de dividendes payés. Voilà, et j'ai mis ici un ratio qui met en relation les stock-based compensation, donc les rémunérations en action avec les cash flows opérationnels générés. Et on veut idéalement que ça soit inférieur à 20%. Là, c'est pas une règle gravée dans le marbre, mais c'est pour surveiller un petit peu le niveau de stock option. Voilà, je pense que c'est quelque chose toujours à surveiller et ça fait le lien avec quelque chose aussi qui doit faire un petit peu un tilt quand on s'intéresse à Tesla. C'est le CEO et la rémunération du CEO. Parce que, en gros, en 2018, si je dis pas de bêtises, alors, il y avait eu en gros, pendant l'Assemblée générale, il y avait eu un vote sur le package de rémunération de Musk, donc en stock option essentiellement. Il parle de 303 millions de stock option pour rémunérer Musk sur les X prochaines années, je crois. Alors, j'ai pas creusé le sujet de ouf, mais en tout cas, déjà ça me fait flipper, entre guillemets. C'est quelque chose de pas ultra rassurant. En fait, d'après ce que j'ai lu, il y a un juge qui, entre guillemets, c'est un juge du Delaware qui s'y est opposé. Donc c'est allé, il y a eu un procès, etc. Et Elon Musk a gagné. Parce que ça, c'est un article qui date de juin pour dire que les actionnaires ont réapprouvé le package de rémunération de plusieurs centaines de millions de stock options pour rémunérer leur CEO Elon Musk. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut noter absolument, qu'il ne faut pas ignorer. Alors même si du coup Elon il est ultra skin in the game, c'est-à-dire qu'il a vraiment une grosse partie de son patrimoine, c'est des actions Tesla. Donc il est ultra incentivé en faveur de l'augmentation du prix de l'action, donc ça c'est plutôt bien. Mais ce genre de move là, de package en stock option exorbitant, c'est quand même relativement significatif. Ça pose des questions, notamment du coup, est-ce que les stock options, ça va être des actions émises? Est-ce que l'entreprise va racheter des actions et ensuite Musk les lèvera l'option à un prix préférentiel? Voilà, ça
enfin, c'est que des questions qu'il faut creuser. J'imagine que ça va s'échelonner sur plusieurs années. Donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre à coup sûr parce que ça aura un impact. Ça aura un impact pas anodin sur les finances de Tesla. Voilà, donc petit red flag à ce niveau-là. Et j'en profite pour dire un petit mot sur le CEO, Elon. Est-ce que c'est un fou? Est-ce que c'est un génie? C'est pas à moi de le dire. Moi, ce que je note en tout cas, c'est donc, l'histoire de la rémunération, là, du package en stock option exorbitant. Le skin in the game, c'est quand même très positif, mais ça reste, en tout cas, c'est mon opinion, une personnalité hors norme, très médiatique, presque dans le mauvais sens du terme, un peu controversé. Et je pense qu'il est. Enfin, c'est vrai il est très doué dans son rôle de visionnaire pour faire adhérer je sais pas, les investisseurs éventuels à un narratif. Mais voilà, il a un certain nombre de défauts aussi. Et ce côté-là, un peu controverse, trop médiatique, c'est pas quelque chose que je recherche chez un CEO d'une boîte. J'aurais tendance, enfin, ça pourrait plus me faire fuir qu'autre chose, quoi. Voilà, parenthèse fermée. On peut regarder rapidement le nombre d'actions en circulation et l'évolution de la valeur intrinsèque. Donc ça, pareil, c'est vraiment quelque chose à surveiller parce que les investisseurs peuvent facilement se faire diluer, notamment s'il y a des émissions de nouvelles actions. Donc là, sur l'évolution du nombre d'actions en circulation, on voit que la majorité des années, c'est relativement stable. Enfin, ces dernières années, c'est assez stable. Par contre, en 2021, du coup, non, 2022, pardon. En 2022, il y a eu une très grosse augmentation, ça a triplé. Le nombre d'actions en circulation a triplé, et donc je suis allé voir. Et en fait, c'était des stock splits. Donc, en gros, vous avez une action, et donc il y en a eu deux, je crois, en 2022. Du coup, vous aviez une action Tesla et vous en avez trois en gros, et je crois qu'il y en a eu un deuxième, une pour 5. Voilà, donc c'était un stock split, enfin il y a eu deux stock splits, ça a augmenté le nombre d'actions en circulation, mais il n'y a pas eu d'émission de nouvelles actions en 2022, donc pas de dilution. Ça n'a pas eu d'impact en fait, tout a été divisé ou multiplié par le nombre enfin divisé plutôt, par le même ratio, donc il n'y a pas eu d'impact à ce niveau-là. Et si on va voir dans le cash flow statement, la dernière émission de nouvelles actions, voilà, issuance of common stock, elle date de 2020, 12 milliards depuis il n'y a rien eu. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut toujours surveiller. Et le free cash flow per share, du coup, free cash flow par action, voilà, il suit un peu la tendance qu'on a vue tout à l'heure sur la croissance, la croissance ou la non-croissance des free cash flow. Donc ça suit un petit peu ce move-là. Alors ensuite, on peut jeter un coup d'œil à la valorisation. Donc dans ce premier onglet, je m'intéresse, en fait, j'essaie d'estimer le taux de croissance annuel des free cash flow pour les 10 prochaines années, le taux de croissance qui est déjà inclus dans le niveau de valorisation actuel. Donc c'est un reverse DCF. Et donc si je me cale sur donc les hypothèses suivantes, c'est-à-dire un WACC à 11%, donc qui est la moyenne du SP500, je prends le dernier free cash flow des 12 derniers mois glissants, et avec un taux de croissance à long terme de 2,5 qui est à peu près quelque chose de plutôt standard, et que je m'aligne sur le prix actuel de l'action, ça me donne un taux de croissance moyen dans les 10 prochaines années de 54%. Donc chaque année, 54% pour justifier le prix actuel. Voilà, donc c'est c'est ultra élevé, clairement, et du coup ça nous donne une indication sur le niveau de valorisation actuel. Et ensuite, dans ce deuxième onglet, j'essaie d'estimer le juste prix de l'action avec les hypothèses suivantes, c'est-à-dire un taux de croissance dans les 10 prochaines années de 10% par an. Donc ça c'est plutôt ce qu'on va rechercher, mais c'est pas non plus déconnant pour une boîte comme Tesla,
un niveau, donc un multiple de valorisation, donc price to free cash flow dans 10 ans qui sera de 25. Donc ça c'est plutôt conservateur parce qu'aujourd'hui il est à 510 vu que la boîte est vraiment très fortement valorisée. Je prends une marge de sécurité de 20% sur le free cash flow par action. Donc j'ai un free cash flow par action de 0,54 sur les 12 derniers mois. Et du coup, avec la marge de safety, ça me fait 0,43. Et si je prends du coup le prix actuel de l'action, donc 219,57, ça nous donne un target price, donc un prix d'achat juste à 6,88$ contre les 219$ actuels, si je veux une performance de 15% par an dans les 10 prochaines années. Voilà, bon, ça fait beaucoup d'hypothèses, mais ça donne une idée du niveau de valorisation de Tesla aujourd'hui. Il faudrait que je l'achète à moins de 7$ pour avoir une performance vraiment intéressante. Et il faudrait que la boîte tienne les 10% de croissance par an pendant les 10 prochaines années. Donc c'est un exercice intéressant, mais qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que Tesla, elle est valorisée pas comme une boîte classique, mais plutôt comme une start-up. C'est-à-dire que faire une valo sur la base de multiples ou un DCF comme juste avant, c'est pas forcément pertinent pour une boîte comme ça. Et c'est une boîte, au même titre que pas mal de startups, qui est valorisée sur la base d'un narratif, en fait, d'une histoire qui est racontée du coup par le CEO et d'un futur qui pourrait être exceptionnel. Genre, c'est une boîte qui est dans la disruption d'un secteur, le secteur des transports. Et du coup, ça nous emmène sur la dernière partie de cette analyse, parce que j'aimerais parler des perspectives un petit peu justement de croissance et de ce fameux narratif et d'essayer de voir, alors bien entendu c'est difficile en si peu de temps, mais d'essayer de réfléchir sur le fait de est-ce qu'on est vraiment dans l'utopie, est-ce que c'est plutôt faisable, est-ce que le narratif est cohérent, etc. etc. Parce que là, en fait, en regardant les états financiers, on s'est focalisé sur la croissance passée, les chiffres passés, mais c'est intéressant de jeter un coup d'œil au futur. Et le futur, c'est quoi ? C'est par exemple l'événement qu'il y a eu il y a quelques jours, We Robot, où Elon Musk, il a dévoilé le robotaxi, un véhicule autonome sans volant ni pédale, qu'on voit ici. Et c'est un événement qui avait été retardé déjà, je crois, de 2 mois environ, et qui était très attendu par beaucoup de monde, notamment les investisseurs, et relativement, plutôt vu comme un tournant dans l'histoire de la boîte, avec une potentielle entrée dans l'ère de la robotique, notamment liée au transport. Alors, je ne vais pas rafficher le graphique de l'action du cours de bourse de Tesla, mais suite du coup à cet événement, l'action elle a chuté d'un peu moins de 10%, je crois. Alors, c'est un événement qui n'a pas convaincu la plupart des investisseurs, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire forcément que tout est à jeter à la poubelle. Alors, depuis plusieurs années, il y a des études préalables sur le futur de ce que sera le transport dans les prochaines années, qui prédisent, on va dire, qu'on est au début d'une profonde disruption du secteur du transport. En tout cas, c'est le fer de lance un petit peu de Tesla et d'autres boîtes comme Uber par exemple. Et ces études, elles du coup disent que c'est les véhicules électriques autonomes comme les robotaxis qui vont être au cœur de cette transformation et qu'on va assister à l'émergence d'un nouveau modèle qu'ils appellent, j'ai noté, Transport as a Service. Du coup, il y en a qui estiment que d'ici 10 ans, 95% on va dire des distances de transport de personnes, trajet maison-boulot, seront faits par des véhicules autonomes, électriques, gérés et détenus par des entreprises
du coup comme Tesla ou Uber, et en gros un monde où la conduite personnelle sera obsolète. Alors là, j'ai dit 95% on va dire des miles de transport de personnes. Là, c'est aux US, hein, le chiffre. Bien entendu que c'est pas dans tout le monde entier. Et on peut imaginer, du coup, si la prédiction se réalise, que ça pourrait changer complètement le visage de Tesla. Ça pourrait être, Tesla, ça deviendra une autre entreprise complètement. Elle pourra capitaliser sur du coup ces véhicules électriques existants, les softwares qu'elle a développés, l'intelligence artificielle sur laquelle elle a investi, etc. Et on peut supposer du coup qu'elle sera capable de générer de la croissance. Donc c'est des leviers de croissance, c'est des marges potentiellement plus élevées, un pricing power plus important si il y a une situation de leader, un éventuel moat. Voilà, donc ça c'est dans le meilleur des cas, bien entendu. Après, si aujourd'hui donc l'événement il n'a pas forcément convaincu, c'est parce que on en est encore très loin. Il y a des obstacles réglementaires du coup on va dire au développement et à la démocratisation des taxis, des robots taxis, un peu comme celui qui a été présenté. Donc ça peut prendre potentiellement du temps. C'est pas quelque chose à négliger parce que c'est pas dans les mains de forcément l'entreprise. Il y a des concurrents sérieux sur le sujet. Uber, vraiment concurrent de taille, qui est déjà sur le marché du transport de personnes, qui est déjà relativement avancé. Alors, encore une fois, j'ai pas assez creusé le sujet pour savoir qui de Tesla ou de Uber est le plus en avant sur ces sujets-là, mais en tout cas, il y a des concurrents sérieux. J'ai noté Waymo aussi. Et ensuite, on a des incertitudes sur la technologie des taxis autonomes. Est-ce que ça sera prêt à temps? C'est directement en lien avec les obstacles réglementaires. Est-ce qu'ils vont pouvoir être compliant, etc. Les éventuels accidents. Je sais qu'il y a déjà des procès en cours, des sujets à ce niveau-là. Et les incertitudes aussi et surtout sur le marché, la demande. Est-ce que les gens, entre guillemets, vont être au rendez-vous? Est-ce que c'est un réel besoin? Est-ce qu'il n'y aura pas des alternatives, entre guillemets, de meilleures alternatives, etc., etc. Voilà, donc ça c'est tout un tas de points qui nous permettent en fait de nuancer un petit peu ce qui a pu être présenté. Et c'est vrai que c'est un shift, c'est un changement qui peut être vu comme très risqué pour Tesla. Parce que donc, Tesla investit massivement, investit beaucoup là, dans son futur. Mais ça pourrait aussi lui faire perdre sa position de leader sur son core business actuel. Si l'entreprise met trop de force dans cette nouvelle bataille et si cette prédiction, cette émergence-là des robots taxis, elle se réalise pas ou alors elle se réalise dans, entre guillemets, trop longtemps, parce que la question du timing, elle est vachement importante, je pense. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. Alors, je voulais garder le format assez court. Finalement, je pense que j'ai un peu dépassé ce que j'avais en tête. Après, Tesla, c'est une entreprise où il y a pas mal de choses à dire, donc ce sera peut-être plus facile pour d'autres boîtes. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner. C'est important pour moi. Il y a d'autres analyses qui arrivent. Je vais en faire d'autres. Et donc, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.